Merci Géomont de m'offrir la possibilité de présenter aujourd'hui ici. Pendant le dîner, j'étais assis avec les gens du CMM et aussi les gens de la MRC Brome-Missisquoi. Et ça m'a frappé à un moment donné de voir à quel point, même si on travaille à des échelles différentes, moi je travaille pour le gouvernement fédéral, donc au niveau national, d'autres travaillent régional, même plus local, assez rapidement, on arrive à échanger sur des problématiques conjointes, des échanges de bons procédés. Et pour moi, c'est ça qui fait toute la force d'un événement comme ça. Je trouvais ça très, très bien. Donc, merci. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie nationale de données d'élévation. Quand j'étais en train de préparer cette présentation-là, je parlais avec un collègue, puis je lui disais, j'ai un peu de difficulté à cerner l'auditoire, un auditoire que je ne connais pas, même si je sais que Géomont est impliqué plus sur des projets régionaux. Alors, j'ai décidé de commencer en posant quelques questions. Je vais parler beaucoup de données d'élévation. Et peut-être me répondre juste à main levée, qui parmi vous utilise, sait c'est quoi un modèle numérique d'élévation, par exemple? Et qui est capable de faire la distinction entre un modèle numérique de terrain et de surface? C'est excellent, c'est la moitié de la salle. Bravo! Et finalement, on va parler aussi de données LIDAR. Qui a déjà manipulé la donnée LIDAR et bien au fait de cette technologie-là? Bon, fait que, essentiellement un auditoire d'experts. Donc, je vais peut-être passer assez rapidement sur certaines slides où je rentrais plus en détail au niveau technique. Donc, pourquoi des données en 3D? Essentiellement pour une panoplie d'applications, vraiment. Si on parle juste en gestion d'inondation, pour être en mesure de déterminer les zones qui vont être inondées, faire des cartes de prévision d'inondation. Au niveau des inventaires forestiers, on a beaucoup d'applications en foresterie. Ce n'est pas pour rien que présentement, il y a beaucoup d'acquisitions LIDAR qui se font en territoire forestier. Pourquoi? Bien, pour estimer les volumes de bois, pour aussi être en mesure de planifier les infrastructures forestières, donc l'aménagement des routes pour sortir le bois. En ayant des modèles numériques précis, on arrive à faire ça. Et un paquet d'autres applications. Donc, dans ma présentation, je vais parler au début de la stratégie. Je vais passer ensuite, je vais parler des données qu'on produit, nous. Et je vais finir avec des applications de cette donnée-là. Parce que nous, au Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, CCMIO, c'est l'acronyme. Je vais dire CCMIO maintenant parce que c'est trop long. On n'est pas seulement intégrateur et producteur de données d'élévation, on est aussi utilisateur à l'interne. Fait que je vais montrer quelques exemples d'utilisation de la donnée. Donc, les objectifs principaux de la stratégie, essentiellement, on voulait augmenter la couverture en données d'élévation de haute précision en utilisant la source de données appropriée selon les besoins. Moi, le centre pour lequel je travaille, on était habitué à produire des modèles aux 20 mètres. Et alors que là, on sentait que le besoin n'était plus là du tout. On avait besoin de données plus précises. Tantôt, avec le CMM, on parlait de données à 6-8 cm de résolution. C'est sûr que pour nous, la haute précision, c'est pas vraiment dans les centimètres, c'est plus au mètre, 1 mètre, 2 mètres. Juste pour clarifier, c'est quoi haute précision? Parce qu'on était à l'échelle régionale, des fois, quand je vois des centimètres, ça m'impressionne. On voulait également capitaliser sur les investissements passés et futurs en acquisition de données. Donc, on ne voulait pas simplement faire de l'acquisition nous-mêmes, on voulait aussi faire des partenariats avec les provinces, avec les villes, pour libérer la donnée existante, donc ne pas refaire le travail 2 fois. Et on voulait améliorer l'accessibilité de ces données-là en faisant la promotion de licences ouvertes et en mettant en place des systèmes de gestion de diffusion appropriés pour cette donnée. S'il te plaît. Hop. Ah oui? Excusez-moi. Voilà. Donc, la stratégie, la matérialisation de la stratégie, ça s'est fait en 2 parties. Essentiellement, le nord et le sud. Ce n'est pas pour discriminer d'un côté ou de l'autre, là. Ça n'a pas rapport avec ça. Mais c'est vraiment au niveau des besoins. Nous, ce qu'on voulait pour le sud, essentiellement, c'est couvert à majorité de forêts.
on voulait avoir un modèle numérique de terrain, donc sous couvert forestier. Et pour ça, on est allé avec la technologie LIDAR, qui convenait bien au sud, étant donné que c'est la majorité couvert de forêt. Donc, modèle numérique de surface et de terrain pour le sud. Pour le nord, bien, le nord, essentiellement, on a de la végétation arbustive, parfois pas de végétation du tout. Et pour le nord, on trouvait que le LIDAR, c'est pas quelque chose qui convenait. En fait, c'était pas nécessaire d'y aller avec ça. Et pour le nord, ce qu'on produit, c'est des modèles numériques à 5 mètres de résolution, bientôt 2 mètres. Donc, dans les prochaines slides, je vais détailler un peu les deux technologies qu'on a employées et je vais présenter ensuite les produits. Et la limite entre le nord et le sud, si vous vous demandez pourquoi ce n'est pas une limite qui est droite ou qui suit un parallèle en particulier, hein, c'est la ligne de la fin de la forêt productive, essentiellement qu'on a employée, qui vient du Service canadien des forêts. C'est très approximatif, mais c'était juste pour départager les deux zones. Donc ça, vous allez reconnaître ça. Technologie LIDAR, on a une animation ici qui montre un peu ce qui se passe. Moi, je l'aime beaucoup, cette animation-là, fait que je la montre. Donc, on a des impulsions laser. C'est une technologie aéroportée pour l'instant, en tout cas que nous, on utilise. Donc, impulsion laser avec des retours qui reviennent. Et chacun de ces retours-là est positionné dans l'espace, ce qui nous donne, en fin de compte, un nuage de points. Puis là, on a la représentation d'un arbre à droite. Fait que ça donne énormément d'informations sur la structure de la forêt, mais du paysage dans son ensemble. Là, une représentation très détaillée, très précise, une précision de quelques centimètres. Et surtout pour nous, ce qui est intéressant au sud, c'est la capacité de voir le sol sous la végétation. Très intéressant pour nous. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Sur l'image en haut à gauche, on voit la distinction entre, mettons, le sol estimé qui apparaît en orange, je ne sais pas si c'est visible, la végétation qui est plus dans les tons de vert. Donc on voit que c'est très, très détaillé. C'est ça. Quand je dis modèle numérique de terrain versus surface, donc avec la ligne qui est plus en orange sur l'image en haut à gauche, on produirait un modèle de terrain, alors que le modèle de surface, ce serait essentiellement le haut des arbres. Ça suivrait les premiers retours dans le fond du LIDAR, pour ceux qui sont familiers avec ça. Donc, on voit sur les autres images beaucoup de détails. Le stade olympique qui est là, avec sa toile et ses câbles et tout. La deuxième méthode, essentiellement pour le Nord, on a profité, nous, du projet Arctic DEM. C'est le projet qui est piloté par l'Université du Minnesota via le Polar Geospatial Center. Et eux ont reçu le mandat de produire des modèles numériques de surface pour tout le cercle polaire. Et ils ont complété. Donc, ce n'est pas seulement pour le Canada, mais pour le monde entier, tout le cercle, tous les pays qui touchent au cercle polaire. Et eux avaient la chance d'avoir accès à toute l'imagerie de Digital Globe, Worldview 1, 2, 3. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté un processus automatique d'autocorrélation d'images pour produire des modèles numériques de surface. Et nous, on en a tiré profit à RNCAN. C'est-à-dire qu'au début, on a travaillé avec eux autres pour quand ils étaient en train de monter leur processus, faire de la validation de données, tout ça. Et par la suite, on a intégré cette donnée-là et on l'a adaptée au contexte canadien. Quelle transformation on a fait? Bien, on a transformé la donnée, on l'a mis selon le référentiel, le datum vertical en vigueur au Canada, CGVD 2013. On a également aplani les lacs et rivières pour avoir un produit qui était esthétiquement plus beau. Et on a aussi, ce qui est très intéressant, délimité les artefacts. Le processus d'autocorrélation d'images, ce n'est pas parfait. Il y a beaucoup d'artefacts dans la donnée. Il y en a un peu moins maintenant dans le deuxième release qu'ils ont fait à l'automne. Mais quand même, dans les artefacts restants, on produit des polygones autour des artefacts, puis c'est une donnée qu'on publie, qu'on rend disponible au public. Donc, si vous avez accès, vous allez chercher cette donnée-là, vous voulez l'utiliser dans une carte, des fois, c'est pratique de savoir sont où les artefacts pour ne pas les avoir, parce que ce n'est pas très joli au final. Et c'est ce qu'on a intégré pour tout le Nord canadien. Les produits disponibles, j'ai parlé des techniques. Dans le sud, modèle numérique de terrain et de surface, à 1 mètre ou 2 mètres, dépendamment de la densité des points LIDAR que nous avons. Comme je vous disais plus tôt, on fait beaucoup de partenariats avec les provinces et les villes. On a accès à de la donnée qui a été acquise à
certaines années, certaines générations de capteurs aussi, des densités pour des applications différentes aussi, donc des densités de points qui varient. Et avec ça, on produit nos modèles. J'espère qu'on voit bien. Ça montre la différence un peu entre la surface qui est à droite et le terrain à gauche. Et quand je parlais d'applications forestières, on voit beaucoup de détails à gauche du terrain qu'on ne voit pas du tout à droite, en particulier dans la forêt. Donc, imaginez une compagnie qui doit faire une exploitation forestière, doit aménager des chemins forestiers, n'a pas nécessairement les ressources pour se rendre sur place pour déterminer où doit passer son chemin. Avec ces modèles-là, on est en mesure de le planifier plus adéquatement parce qu'on a une meilleure représentation du territoire. Et en comparaison, ça, c'est traditionnellement ce qu'on produisait. C'est une image, ça a l'air flou, mais c'est vraiment un modèle numérique de surface. Et essentiellement, on ne voit pas grand-chose. On voit qu'il y a un trou un peu en haut au centre. C'est la mine, c'est une mine à ciel ouvert qu'on a dans ce coin-là. Puis en forêt, on voit rien. Là. On distingue peut-être un petit ravin là, à un endroit, là, mais on voit qu'on est ailleurs avec le mètre versus le 20 mètres traditionnel qu'on produisait. Pour le nord, ce qu'on est en train d'intégrer, donc aujourd'hui, on a des techniciens qui travaillent là-dessus, c'est d'intégrer la dernière version d'Arctic DEM qui a été livrée par les Américains à l'automne, qui a une résolution de 2 mètres au lieu du 5 mètres qu'on avait auparavant. Et on est en train d'intégrer tout le nord, donc environ 3 millions de kilomètres carrés. Et ces images-là montrent un peu, encore une fois, la différence entre le 20 mètres et le 2 ou 5 mètres qu'on va produire. Donc, on voit à droite beaucoup de détails. C'est une mine de diamants qui est au nord du Québec, je crois. Et on voit à gauche sur notre produit, ça n'existait même pas, cette mine-là. Et en bas, les deux images, ça montre le niveau de détail. Les géologues aiment beaucoup ce produit-là parce qu'ils voient des détails dans les dépôts de surface qu'ils ne voyaient pas auparavant. Fait qu'ils arrivent à déterminer, à interpréter des formes du paysage, des formes géologiques nouvelles, sans se déplacer vraiment sur le terrain et à faible coût parce que nos produits sont gratuits. Donc, le 2 mètres, il devrait sortir au mois de juillet. Je ne sais pas si vous le voyez bien, celle-là. C'est le Canada. Au nord, en bleu, c'est la donnée qui est présentement disponible sur Carte ouverte. Carte ouverte qui est le portail de diffusion de données géospatiales au gouvernement du Canada. Donc, tout le nord. On avait, dans le premier release qu'on a intégré d'Arctic DEM, on a eu beaucoup de problèmes au Yukon, beaucoup de problèmes d'artefacts. Puis l'Université du Minnesota ont ajusté leur processus. Puis dans le deuxième livrable à l'automne, ils ont corrigé beaucoup de données dans ces endroits-là. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on est en train d'intégrer. Donc, on devrait avoir une couverture complète ou quasi complète en juillet de toute la portion nord. Et les données s'arrêtent, je pense, au 60e parallèle, si je ne me trompe pas. Et au sud, tout ce qui est en vert, c'est dans le fond des limitations de projets. On livre les MNE à haute résolution de 1 mètre ou 2 mètres suivant les projets sur carte ouverte. Le produit s'appelle MNE-HR, modèle numérique d'élévation à haute résolution. Si vous cherchez ça sur carte ouverte, vous allez le trouver. Donc, tout ce qui est en vert, c'est ce qui est déjà disponible. Ce qui est en rouge, c'est ce qui va être rendu disponible dans la prochaine année. Donc, dans l'Est, on a beaucoup de données. Au Québec, ça va bien. Au Manitoba, on est allé chercher beaucoup de données également. La région du Grand Toronto, qu'on est en train de traiter présentement, qui va être rendue disponible. Et c'est ça. Fait que c'est un peu le portrait de où on en est avec nos produits. Je vais effleurer un peu le sujet de standardisation. On a été impliqué, l'équipe, ça fait quelques années déjà, mais dans la rédaction du guide d'orientation fédérale sur l'acquisition de données LIDAR, de données par LIDAR aéroportées. Et pourquoi on avait besoin de ça? C'est qu'au début, quand on a commencé à travailler avec le LIDAR, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une panoplie, une diversité de vocabulaire. Il y avait plein de termes que les gens utilisaient à tort et à travers pour les mêmes choses. C'était très bordélique.
Et c'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. Au niveau des méthodes aussi, les gens, quand ils venaient pour donner un contrat d'acquisition LIDAR, ils ne savaient pas trop quel vocabulaire employer, quelles spécifications demander à la compagnie qui allait faire l'acquisition, le nombre de points au mètre carré qui était nécessaire, un paquet de paramètres. Et à un moment donné, nous, on a joué un rôle là-dedans. Il y a des gens du secteur privé qui ont été impliqués, les provinces étaient autour de la table, le secteur privé était là aussi. Puis on a abouti finalement à un guide comme ça qui est rendu disponible, qui est super utile. Nous, on l'utilise quotidiennement. On a, entre autres, un arrangement en matière d'approvisionnement. C'est comme une machine à contrat pour l'acquisition de données LIDAR. Et les exigences du guide nous ont servi à établir des critères obligatoires de base pour évaluer les firmes. On a comme des firmes préqualifiées pour faire l'acquisition LIDAR dans cet AMA-là. Donc, on s'est servi du guide pour ça. On se sert du guide quand on veut émettre un contrat en fonction du client et ce que le client veut. Parce que dans le guide, il y a des annexes pour des applications spécifiques. Donc, si vous travaillez en foresterie, le guide, on a une annexe dédiée à la foresterie, qui vont vous dire tout ce que vous devez demander en termes de densité, en termes de précision, si vous voulez travailler en foresterie. Si vous êtes plus intéressé par la cartographie des inondations, ça va vous donner aussi la précision en Z qui est nécessaire, puis un paquet de paramètres comme ça. À ce moment-là, c'est plus facile de donner ça à contrat après en sachant ce qu'on veut vraiment. Et nous, à l'interne, notre guide, on l'a utilisé pour développer un système de validation du LIDAR. Comme on donne des contrats d'acquisition, on veut s'assurer que la firme a fait le bon travail, puis on se sert un peu des méthodes qui sont décrites dans ce guide-là pour valider la donnée. Donc, moi, j'ai participé à la rédaction, au développement plutôt de ce système-là qu'on utilise à l'interne. Les prochaines étapes, nouvelles données, on essaie toujours, on fonctionne beaucoup en partenariat, comme je le disais. On fait nos propres acquisitions, mais on tire profit des acquisitions existantes et passées des provinces, des villes, des MRC, de toutes sortes de sources. Donc, on veut augmenter la couverture en MENA-HR au sud avec des nouveaux partenariats. On a notamment des acquisitions, c'est plus dans l'ouest du pays, mais avec Parc Canada, on a une bonne collaboration. On a eu des beaux projets cette année. On veut poursuivre ça l'an prochain. Notamment le Parc national de Jasper, on va le faire cet été. On veut intégrer les données articles d'IM à 2 mètres. Bien, ça, c'est un travail qui est en cours de réalisation présentement. On veut également créer une mosaïque des MNE à 2 mètres dans la série Can Elevation. Can Elevation, c'est un peu notre série de produits. Présentement, il y a pas mal juste un produit qui est MNE-HR dedans, mais on voudrait aussi avoir un MNE-HR mosaïqué qui soit plus facile à utiliser parce que présentement, les produits sont organisés par projet LIDAR. Puis, comme on voulait limiter les déformations, on a choisi une projection UTM. Et si le projet se trouve, par exemple, près de la limite d'une zone UTM, on le fait dans les 2 zones. On va le faire, mettons, dans la zone 14 et dans la zone 15. Ça fait que pour quelqu'un qui veut juste une couche mosaïquée, présentement, il doit le faire un peu à la main. Ce n'est pas quelque chose qu'on rend disponible, mais on aimerait ça le faire dans les prochaines années. Financement, collaboration. C'est sûr que ça se poursuit avec les provinces et territoires. On se tient au courant de l'échéancier d'acquisition. Il y a des provinces qui sont très actives. On continue à travailler avec les ministères fédéraux. Comme je disais, Parc Canada, on a des beaux partenariats avec eux, mais ça pourrait être d'autres ministères également, puis coordonner un peu les efforts. Et on aimerait ça avoir des mécanismes de financement fédéraux, donc du financement récurrent pour être en mesure de faire nos propres acquisitions. À l'interne, on veut continuer à développer notre infrastructure pour gérer, analyser et diffuser les données. Petite parenthèse, ce midi, j'en parlais avec le CMM. On a la chance, nous, d'avoir accès à un centre de calcul pour traiter cette donnée-là, LIDAR, qui est super volumineuse. Et aussitôt qu'on commence à travailler avec LIDAR, c'est quelque chose qu'on réalise assez rapidement, c'est que c'est donc volumineux et ça prend beaucoup de CPU pour arriver à le traiter et faire des produits avec ça. Donc, nous, de notre côté, on a la chance d'avoir, c'est ça, le centre à Dorval de calcul pour nous aider
à traiter ça. On regarde éventuellement le cloud, s'il y avait un moyen de rendre la donnée disponible là-dedans, de bouger nos processus. Merci. Dans le cloud, c'est quelque chose qu'on regarde également dans le futur. Et quand je parle de cube de données topographiques, c'est un projet qui n'est pas encore en production, mais on a un beau prototype en place qui permet de faire de l'analyse à la volée sur de la donnée à haute résolution, des MNE à haute résolution. Et je vais montrer quelques exemples dans les slides qui suivent. Donc ça complète un peu la stratégie, les données, les produits que nous faisons. Maintenant, comme je le disais d'entrée de jeu, on est producteur de données d'élévation, on est intégrateur, on allait chercher les données chez les partenaires, mais on est aussi utilisateur de la donnée pour nos propres besoins. Et je vais donner quelques cas d'utilisation qui sont assez intéressants. Extraction de rivières, de lacs et de bassins versants sous la végétation. Donc ça, c'est une image, c'est basé sur l'intensité du lidar. Donc c'est les points lidar, c'est une représentation d'un secteur où il y a des rivières. Ce qu'on a en place présentement, ça c'est ce qu'on produit, donc un modèle numérique de terrain. On a une équipe qui s'occupe de faire l'extraction des lacs et rivières avec un processus automatique. Ça, c'est encore embryonnaire comme projet, mais ça fonctionne très bien. Ce qu'on aimerait ajouter éventuellement là-dedans, c'est que toujours en utilisant la donnée d'élévation à haute résolution, être en mesure de déterminer les sens d'écoulement des eaux. Fait que la donnée est très précise. On pense qu'on sera en mesure de faire ça. Et aussi de délimiter les bassins versants de façon automatique en utilisant cette donnée-là. Pour être en mesure, après ça, de répondre à des questions concrètes. Si on a un déversement, la ligne rouge, imaginez un déversement de polluants, d'être en mesure de suivre les affluents qui seraient contaminés par un affluent, par un contaminant plutôt. Autre exemple, on a une autre équipe qui travaille sur l'extraction d'empreintes de bâtiments et de représentation 3D. Ça, c'est un produit, il y a eu une première version qui a été rendue disponible sur carte ouverte. Si vous cherchez bâtiment ou empreinte de bâtiment, vous devriez le trouver assez facilement. Donc, c'est dérivé de tous les produits LIDAR qu'on avait, qui avaient la classification bâtiment dans le nuage de points. Et l'équipe a travaillé très fort. On a des empreintes de bâtiments d'excellente qualité. Et c'est disponible gratuitement. Ce qu'on a fait également, ça c'est plus un projet pilote, mais on était en mesure de déterminer la géométrie du toit, de chacun des toits. Et ça nous a amené à faire un projet pilote avec Canmet Énergie. Eux voulaient savoir si c'était possible d'estimer le potentiel de production d'énergie solaire à partir de cette donnée-là. Et c'était assez intéressant. Il n'y a pas eu de suite, malheureusement, mais peut-être parce que la couverture de données LIDAR n'est pas encore super impressionnante. Mais on arrivait comme ça à déterminer l'orientation, la dimension des pans de toit et de déterminer c'était quoi la production potentielle pour chacune des maisons. J'ai une petite vidéo ici. Je parlais tantôt du cube de données topographiques. Ça permet de faire des calculs à la volée sur les modèles numériques d'élévation à haute résolution. Et il faut que je l'active à la main. Une petite animation, une simulation qu'on a fait dans la région de... Oh, ça ne marche pas. Dommage. Je vais vous la décrire. C'est plate. Mais c'est une implantation du modèle HAND, H-A-N-D. C'est un modèle de simulation d'inondation. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un niveau de base et comme on a un MNE à haute résolution, on fait monter graduellement le niveau de l'eau, puis on voit les zones qui sont inondées ou les prochaines zones qui vont être inondées. Et on l'avait fait sur la région d'Ottawa. Il y a eu des inondations, ça fait 2-3 ans, 2 ans. Et on avait des résultats très intéressants. Et l'intérêt aussi, c'est que dans le cube de données topographiques, ce n'est pas pré-généré, c'est calculé à la volée. Puis, on sait que ce n'est pas super précis, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'en servir pour déterminer des cartes de prévision d'inondation, disons, sur 20 ans ou sur 100 ans.
Mais pour les équipes sur le terrain, ça peut être un bon outil pour savoir c'est quoi les prochaines zones qui vont être inondées dans mon territoire urbain. Donc, en relatif comme ça, ça a un bon potentiel. Je trouve ça plate. C'est une super vidéo, c'est plate. Il n'y a rien à faire. Tant pis. On peut me rejoindre sur LinkedIn si jamais vous utilisez cet outil-là. Donc, je vais répondre à vos questions si vous en avez.